Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 mai et on va se demander si Arsenal fait un beau champion de Premier League parce que comme vous le savez, c'est acté, les joueurs d'Arteta ont été sacrés suite au match nul de Manchester City face à Bournemouth et justement le match nul de City sera la deuxième news du jour. On parlera également du Real Madrid avec deux dossiers, Rudiger qui reste, Carvajal qui part et enfin on clôturera le journal avec un sujet arbitrage où on a des différences entre la FIFA et l'UEFA. Si vous ne comprenez rien à l'application des règles, eh bien préparez-vous, ça sera de pire en pire avec des compétitions qui vont fonctionner à géométrie variable. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Arsenal est-il un beau champion d'Angleterre? Ils auront mis 22 ans à reconquérir la Première Ligue, donc évidemment les supporters des Gunners, eux, ils s'en tamponnent et ils ont bien raison. Ils kiffent, ils célèbrent, ils profitent de ce moment de joie qu'a échappé à Arsenal depuis tant de temps. Mais nous, en tant qu'observateurs et non supporters, on va se poser la question suivante. Est-ce qu'il faut être content de voir Arsenal champion de Première Ligue? Est-ce qu'on peut dire que c'est une belle équipe? Si vous suivez un petit peu le football, vous n'êtes pas sans savoir que les Gunners ont été extrêmement critiqués au cours de cette saison, particulièrement dernièrement, parce que c'est peut-être pas l'équipe la plus spectaculaire de Première Ligue. Ça a beau être la deuxième meilleure attaque du championnat, il y a beaucoup de buts qui sont mis sur coup de pied arrêtés, c'est une équipe qui est caricaturée comme étant une équipe qui ne marque que sur corner, et il y a eu des matchs un petit peu moins divertissants qu'à l'habitude du côté d'Arsenal. C'était une équipe qui au cours des dernières années était réputée pour son beau jeu, et cette saison, t'as davantage vu la solidité. Mais est-ce que c'est un problème ? À mon goût, non. Est-ce que ça empêche Arsenal d'être un beau champion? À mon goût, non plus. En fait, le titre d'Arsenal, c'est surtout la concrétisation d'un projet qui a gagné en maturité. Comme je l'ai dit, ça a échappé plein de fois aux Gunners, t'avais l'impression qu'ils se prenaient toujours les pieds dans le tapis au dernier moment, et réussir à avoir une équipe qui a gagné en solidité mentale, parce que les derniers matchs n'ont pas été simples, mais t'as été irréprochable, c'est quelque chose qui me donne un sentiment d'accomplissement. Et puis Arsenal, il faut pas le caricaturer, c'est une équipe qui a quand même des bons manieurs de ballon, qui a maîtrisé ses rencontres, et oui, c'était pas le football de kiffeur, le football champagne, c'était pas du divertissement à l'état pur, mais t'as quand même des choses très propres techniquement, et c'est une équipe qui est tellement bien organisée que moi j'ai pris plaisir à la voir évoluer, c'est tout sauf un malentendu. Pour qu'Arsenal soit un champion moche, il aurait fallu que ce soit une équipe qui entre guillemets vole un petit peu son titre, mais personne n'ira contester le fait que cet Arsenal est une équipe redoutable, et s'il fallait une preuve en plus de leur performance en Angleterre, bah ils vont disputer une finale de Champions League, ils vont peut-être même la remporter, qui sait, et t'arrives pas là par hasard. Donc félicitations aux joueurs de Mikel Arteta. Pour moi, Arsenal est peut-être pas le gagnant le plus sexy de l'histoire de la Première Ligue, évidemment personne n'ira dire ça, mais c'est quand même un beau gagnant qui raconte pas mal de choses sur l'évolution de cette équipe, c'est un accomplissement qui mérite d'être salué. C'est le match qui a fait perdre le titre de Premier League à Manchester City. Bon, on va être honnête, en réalité, si ça a été acté mathématiquement grâce à cette rencontre, ça s'est perdu sur la longueur. Il se trouve que ce match nul face à Bournemouth, absolument tout le monde s'en fout. On parle évidemment des conséquences, mais on parle pas du tout de la rencontre. Et pourtant, je la trouve intéressante parce que si le match nul est vu comme une contre-performance pour beaucoup, eh bien j'ai envie de dire que même ça, c'est plutôt bien payé pour Manchester City. Voici les compos qui étaient alignés pour cette rencontre du côté de Bournemouth. Truffert, Croupy et Tavernier comme joueurs clés, chacun dans son genre apporte un grand match. Le premier a donné un danger incessant, le deuxième est évidemment buteur et le dernier a complété un petit peu tout ça pour être le symbole d'un axe gauche qui a été extrêmement dominant du côté de Bournemouth et qui a fait très mal à Manchester City. Un City qui semblait fatigué, et c'est marrant parce que c'est souvent ça qu'on a reproché à Arsenal en fin de saison, le fait de ne pas être au point physiquement. Bah là j'ai quand même eu l'impression que Bernardo Silva il était complètement cramé au cours de cette rencontre, même son coéquipier au milieu de terrain Kovacic, c'était pas le meilleur match de sa carrière, et finalement bah tu sens que cette équipe elle n'était pas au bon niveau d'intensité. Et si je dis que Manchester City peut se considérer comme étant bien payé avec ce match nul, c'est parce que déjà en termes d'expected goals ça va du côté de Bournemouth, mais même visuellement tu avais l'impression que Bournemouth était une équipe capable de faire extrêmement mal aux Citizens, que le côté gauche de Bournemouth était extrêmement dominant. Ça va pas renforcer la confiance en Nunez qui est assez critiqué sur ce poste de latéral droit, mais en tout cas un match nul qui restera dans l'histoire de la Première Ligue, un match qui en lui-même sera vite oublié,
Et il va falloir bosser du côté de City parce que ça t'a quand même montré certaines lacunes. J'ai envie de dire karma, il fallait titulariser Ryan Cherki si tu voulais gagner. Mais bon, si je suis honnête intellectuellement, Cherki a fait une entrée qui était à peu près à la hauteur des autres joueurs. L'avenir de Rudiger est scellé selon le journal espagnol AS. L'Allemand va prolonger d'une saison supplémentaire du côté du Real Madrid et même si du côté du Real tout semble partir en cacahuète, il y a une règle à laquelle la Maison Blanche ne déroge pas. Le défenseur central voulait 2 années pour sa prolongation. Or, il a 33 ans et vous savez comment ça se passe du côté du Real Madrid pour les trentenaires. Il faut faire ses preuves saison après saison quand tu commences à être âgé et Rudiger n'y échappera pas. Alors, c'est un joueur autour duquel on peut débattre parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément pour la prolongation de Rudiger. C'est quelqu'un qui a manqué beaucoup de matchs cette saison. Il a eu une blessure l'ischio puis au genou, ce qui fait qu'il a manqué grosso modo la moitié des matchs. Et à 33 ans, c'est pas anodin. Côté performance, on peut également trouver des choses à redire sur la saison de Rudiger. C'est de manière générale, et là ça concerne pas que cette saison, un défenseur qui brille par l'absence de statistiques défensives. C'est quand même assez fort. Mais finalement, je le dis, ça a toujours été comme ça. Moi, je trouve qu'il n'a pas forcément le niveau pour être un titulaire incontestable du côté du Real Madrid, mais au moment de le prolonger, il faut aussi prendre en compte le contexte. T'as Dean Huijsen qui était censé venir pour incarner l'avenir du Real Madrid en défense centrale, il n'a pas convaincu tout le monde au cours de cette saison. Asensio qui était une valeur montante, il y a eu le retour sur terre, ça a été assez violent, et lui aussi tu te poses des questions sur son potentiel à être titulaire. Alaba, il va partir avec son gigantesque salaire qui honnêtement n'était pas justifié, et Militao, il est très souvent blessé. Ça fait qu'en fait, t'as beaucoup d'indécisions dans ce secteur de jeu du côté du Real Madrid, que Rudiger est peut-être pas la solution parfaite, mais qu'en attendant de tout bien agencer, une petite année de contrat supplémentaire, il y a peu de chances que ce soit une erreur. Et j'ajoute un dernier point, un mec comme Rudiger sous Mourinho, puisqu'on sait que José Mourinho va débarquer du côté du Real Madrid, je pense que ça peut donner des choses intéressantes, du style, le Real Madrid va être une équipe détestable, mais beaucoup de personnes qui supportent le Real vont apprécier avoir Rudiger sous José Mourinho. C'est officiel, Dani Carvajal va quitter le Real Madrid, c'était le dernier rescapé d'une époque qui est désormais révolue et il faut dire que c'est toute une page d'histoire du Real qui se tourne avec son départ. Il était arrivé au club en 2002, il a été formé au Real alors qu'il avait seulement 10 ans et on a tendance à l'oublier. Par la suite, il a été au Bayer Leverkusen, oui, Carvajal en Bundesliga, il avait été acheté 5 millions d'euros, racheté 6,5 millions d'euros par le Real Madrid, une opération financière qu'on peut juger comme étant pertinente. Un rattrapage de dernière minute, vous connaissez la suite au Real, c'est une carrière hyper longue, c'est un palmarès incroyablement chargé. Carvajal, ce qu'on retiendra de lui, c'est une sélection toute personnelle de ses qualités, mais moi j'y vois un joueur qui a des capacités athlétiques absolument exceptionnelles. On l'a vu faire des allers-retours dans son couloir des milliers de fois du côté du Real Madrid et à une époque il semblait tout simplement infatigable. C'est également un défenseur latéral moderne qui a su trouver le juste équilibre entre un apport offensif important et une capacité à revenir aider son équipe défensivement quand il le fallait. C'est un joueur qui a connu une période incroyablement difficile avec des pépins physiques et après 30 ans il a su en revenir, c'est un vrai phénix et pour ça il faut applaudir. Et puis c'est également un mec qui a connu différentes époques du côté du Real Madrid, qui a su se renouveler dans son football, qui a su répondre aux exigences d'entraîneurs parfois très différents, donc rien de pour ça, j'ai envie de dire respect. À 34 ans, Dani Carvajal, il est en fin de contrat, il va pas prolonger mais il ne prend pas sa retraite internationale pour autant, enfin sa retraite club je veux dire, donc je suis très curieux de voir où il va aller par la suite. On sent quand même le poids des années si on est honnête, donc c'est peut-être pas un joueur qui va atterrir dans un top club, mais ça me rend quand même curieux. Vous avez du mal à suivre l'arbitrage dans le football, vous avez l'impression que parfois les règles sont appliquées au petit bonheur la chance et à la tête du client, eh bien ça va être encore pire, parce qu'au milieu de tout le bordel de règles qu'on applique parfois, de règles qu'on applique parfois pas, eh bien on va avoir désormais une différence majeure, le règlement de la FIFA et de l'UEFA va différer, ça veut dire que vous aurez des règles qui seront présentes durant la Coupe du Monde cet été, mais qui ne seront pas présentes en Coupe d'Europe, par exemple en Ligue des Champions. Alors ces règles, elles sont au nombre de 2, elles
Elles ont été instaurées suite à des événements que vous avez forcément en tête. La première règle, c'est l'interdiction pour les joueurs de parler en se cachant la bouche. Ça a été mis en place suite à la suspicion de propos racistes de Prestiani sur Vinicius Junior. Et la deuxième décision, elle vient de la CAN et on n'aura pas le droit de sortir du terrain pour contester une décision arbitrale. Des règles qui, à mes yeux, sont relativement logiques, mais comme nous le rappelle ce deuxième article de SoFoot, eh bien l'UEFA a choisi de ne pas les appliquer immédiatement. Ils vont voir comment ça se passe au niveau de la Coupe du Monde, mais pour le moment, faut considérer que ce sont des règles appliquées par la FIFA, mais pas par l'UEFA. Alors déjà qu'au cours des matchs, on se dit parfois que le règlement il est à géométrie variable, que les arbitres sont un peu paumés sur l'application des règles, mais alors là je souhaite bonne chance aux arbitres qui sont les mêmes, qui vont devoir appliquer un règlement différent durant la Coupe du Monde et lors des Coupes d'Europe. Et en plus, une règle comme le fait de sanctionner un joueur qui sort du terrain, c'est simple à mettre en place, tu vois quand ça arrive, mais un joueur qui doit être sanctionné quand il parle en cachant sa bouche, ce sont des choses qui peuvent échapper aux arbitres et tu sais d'avance qu'il va y avoir des cas où ça va être sanctionné, des cas où ça va pas être sanctionné et ça fera une polémique énorme. Terminé pour le journal du jour, je vous ai teasé les 2 derniers sujets, eh bien je fais exception à cette série qui est cassée avant le 3e, tout simplement parce que j'ai pas tranché sur le sujet que je vais aborder cet après-midi, donc rendez-vous aux alentours de 17h, j'ai pas mal de choses dans la besace, donc il y aura une vidéo quoi qu'il arrive, qui fait bien votre journée, salut.